Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Le Petit Pilier, la seule émission rugby, 100% rugby de Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, pour décortiquer, analyser l'actualité très riche du ballon ovale dans la région, nos deux spécialistes, Jérôme Prévost, pilier du Midi Olympique, journaliste aussi, accessoirement. Bonsoir Jérôme, tout va bien? Bonsoir, tout va bien. Merci d'être avec nous à vos côtés. Autre pilier de l'émission et d'RMC Sport. Ah oui, je croyais que vous parliez de mon Nicolas Paolo Orsi, non plutôt de Mimeli. Bonsoir Nicolas. Votre physique de cette émission d'RMC Sport. Merci Nico d'être avec nous, tout va bien? Bon week-end messieurs? Ouais, super week-end. Beau week-end de rugby. Justement, on va en débattre. Voici les thèmes de cette émission. Le top 14, on a joué ce week-end quand même, notamment à Bayonne avec la grosse perte de La Rochelle. Nous verrons également ce qui ne va pas à Agen après sa 4e défaite. L'UBB confiné, 2e report déjà en 4 journées, cette fois-ci à cause de cas de Covid dans l'effectif girondin. Report ou bientôt peut-être, sait-on jamais, forfait de match. La Ligue va-t-elle donner match perdu pour éviter l'embouteillage du calendrier? Nous allons en débattre. Enfin, les Bleus, c'est pour bientôt, a priori. Fabien Galtier a donné sa première liste de 31 joueurs pour les matchs d'octobre, France-Galles. On verra si le match aura lieu. Messieurs, d'abord le top 14, Bayonne-La Rochelle, un match qui nous intéresse doublement, forcément en Nouvelle-Aquitaine. Très grosse perf de La Rochelle. À vous l'honneur, Nicolas. Ouais, très grosse perf de La Rochelle qui va s'imposer avec le bonus offensif à Bayonne. On avait beaucoup de doutes sur l'état de forme de La Rochelle qui n'avait pas joué depuis un mois, qui n'avait pas disputé la Coupe d'Europe. On se demandait s'ils n'allaient pas manquer de rythme. Les coachs, le staff rochelais a envoyé la grosse équipe et ils ont vraiment marché sur Bayonne avec des essais sublimes. Moi, je pense à cette triple sautée, Jérôme, à mon avis, ça doit te faire plaisir. Cette triple sautée de Jérémy Saint-Zel. Avec modération. Sur 22 mètres, cette passe, elle est magnifique. Franchement, les Rochelais ont été impressionnants pour le coup. Vous avez été impressionné, Jérôme? Oui, j'ai envie de dire 3 choses. Plisson. C'est tout ce que vous avez à dire ce soir sur... Jules Plisson a fait un match magnifique. Je crois qu'il y a eu 4 essais, c'est ça, en 25 minutes. Jules Plisson a fait un match magnifique. Vous avez vu comment il a lancé M. Leitz, caché, là, sur une superbe passe, une superbe combinaison, enfin, une parmi tant d'autres. Donc, Jules Plisson a fait un match magnifique. Comment on explique que La Rochelle, qui n'avait pas joué depuis 27 jours, vendredi soir, a été aussi compétitif? Il n'y a pas d'explication, c'est le talent, la qualité, tout simplement. Il ne faut pas chercher d'explications compliquées. Je pense à Lyon, qui n'avait pas pu s'entraîner convenablement avant d'affronter l'UBB, qui a fait un super match la semaine dernière. Donc, il ne faut pas chercher d'explications, c'est la qualité de La Rochelle qui a parlé. Je pense qu'il y a un facteur qu'on oublie aussi en rugby pro, c'est la fraîcheur. Et je pense que quand même, quand vous refaites du jus pendant un mois, c'est des équipes qui se sont préparées très très longtemps, parce qu'ils n'ont jamais eu une préparation aussi longue avant de démarrer la saison. Je pense qu'il y a un facteur fraîcheur qui est important. Et puis, au niveau de l'effectif quand même, quand on voit l'effectif de La Rochelle, sans manquer de respect à Bayonne, mais avec les 3e lignes, Aldrit, les 3 quarts centres, Carbarlo qui est monstrueux depuis maintenant plus d'une saison, Plisson, tu l'as dit, avec Yaya West en 2e 10, ils ont quand même un effectif très 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 pléthorique. C'est le déclic pour La Rochelle en ce début de saison ou pas? Oui, donc je pense qu'ils vont terminer 6e, moi. Ils ont de grandes chances. Déjà au mois de mai. Ouais, je fais un petit pronostic. Si la saison va au bout. Oui, alors on en parlera tout à l'heure. Ne commencez pas, Nicolas, on en parlera tout à l'heure, La Rochelle. Et donc il y a Botia qui revient en forme, qui est tout simplement un véritable bolide humain, un missile humain. Et je pense qu'une équipe qui a Botia et Plisson ensemble n'a jamais perdu d'avance. Alors tout va bien pour La Rochelle, on vous a entendu, tout va nettement moins bien. C'est pas très joli en français, mais c'est ça. Pour le SU Agen, 4e défaite en 4 matchs. Alors ce week-end, c'était face au Stade Français. D'ailleurs, il me semble, sauf erreur, que ça fait 1 an quasiment que le SUA n'a pas gagné à domicile. D'ailleurs, c'était contre le Stade Français en octobre 2019. Qu'est-ce qui se passe au SUA? C'est compliqué. Est-ce qu'ils ont été nuls d'abord? Ouais, franchement, ils n'ont pas été très bons. Moi, je les commande depuis maintenant 5 ans. Je crois que c'est le pire match que j'ai vu d'Agen depuis leur remontée en top 14. On sait qu'Agen est de loin le plus petit budget du championnat, mais d'habitude, ils affichent toujours, on ne va pas dire certaines valeurs, parce que dans le combat, ils ont essayé d'être présents, mais des valeurs au niveau du jeu, en tout cas des ambitions au niveau du jeu, que là, on n'a pas du tout vu face au Stade Français. Il y avait un déficit de puissance. À aucun moment, ils ont su franchir cette défense parisienne. Et ils perdent 20-3 avec un petit Stade Français en face qui ne prend pas les points en première mi-temps. Il y a 6-3 à la mi-temps. Donc franchement, ils auraient pu en prendre 40 et c'est inquiétant. Et quand on voit les attitudes et les discours en conférence de presse après le match, alors qu'on est qu'à la 4e journée, c'est franchement très inquiétant pour le SUA. Vous l'êtes inquiet? Oui, je suis inquiet. Mais quelle tristesse de voir Christophe Lossuc qui a réagi avec beaucoup d'honnêteté. Manager du SUA. Voilà. Mais c'était très triste de voir ça, d'assister à ça. Oui, Agen a été très très décevant à l'image de ce dernier essai là, sur un essai casquette, sur une erreur dans l'embut. Bon, après, ils jouaient plus rien. Ils ont essayé de relancer. Tout m'a fait souffrir dans ce match, moi qui aime le SUA. Tout m'a fait souffrir. Alors Christophe Lossuc, à l'issue de la rencontre, vous étiez dit si le problème globalement c'est moi,
je suis prêt à laisser ma place. Est-ce que vous croyez que c'est la solution? C'est le problème à Agen, Christophe Je Lossuc? pense pas, je pense vraiment pas. D'ailleurs, les joueurs l'ont soutenu derrière parce qu'il est passé en conférence de presse avant ses joueurs. En fait, lui, il a dit que voilà, il était prêt à laisser la place si ses joueurs pensaient que c'était la solution, mais il a dit aussi Il dit qu'il n'est pas populaire, qu'il a bien compris. Oui, après c'est du Christophe Lossuc. Hein. Il a dit aussi qu'il ne démissionnera pas. C'est un vrai personnage du rugby français, un peu soupolé, pas bon à prendre en général après une défaite, qui plus est après une défaite de 17 points à la maison. Donc voilà, il était à chaud, c'est compliqué aussi de faire une analyse à chaud, mais c'est vrai qu'il a été touchant. Il a dit si vous avez la solution, donnez-la moi parce que là, pour le moment, je ne l'ai pas. Il dit je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter de mensonges. Pour l'instant, je ne l'ai pas, mais on va continuer à bosser, on ne lâchera pas. Moi, je pense vraiment que Lossuc, c'est le genre de manager et de caractère qu'il faut au SUA pour s'en sortir. Alors l'USUA sera à Montpellier ce week-end, avant de recevoir Bayonne le 24. Probablement le match décisif pour le maintien déjà. Plutôt un match dramatique. Alors, si on n'est pas, émotionnellement impliqué, c'est un match qu'on aime, auquel on aime assister. Surtout s'il pleut, vous allez adorer. Ouais, s'il pleut, combat d'avant, s'il y a de l'obscurité. le jeu qui s'arrête au bout d'ouverture. Pas trop de passes, Pas trop de passes, 2-3 actions de chaque côté Coupé dans le match. pénétrant. Voilà. On s'arrête à l'ouverture, on monte d'équilibre. De temps en temps, on élargit. Voilà, 3 fois par mi-temps à peu près. Agen au pied du mur, franchement, Jérôme. Ah oui, non, bien sûr. Agen, les pauvres. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que c'est un bastion historique du rugby français, mais ils ont un plus petit budget. Je n'ai pas vérifié les chiffres depuis quelques mois, mais il y avait un club comme Nevers qui, à un moment donné, avait plus de budget qu'eux. Ils ont perdu 40 joueurs quasiment depuis qu'ils sont remontés en top 14. 40 joueurs. Et des joueurs, Erito, Fouissac, Antoine Miquel, Quentin Bétu. Alors pour le maintien, Il y a un moment où ils font 2 miracles. Ça fait 2 saisons qu'ils font des miracles. Il y a un moment où le miracle va s'arrêter et après ils peuvent se reprendre. Hein. Il y a eu une saison où ils avaient très très mal démarré. Ils étaient allés chercher 2-3 résultats, dont une perf à l'extérieur sur la pelouse du Stade Français, je crois, si je me rappelle bien. Il y a une saison et demie. Ils peuvent le faire, mais il faut vite se remobiliser. Un mot, Jérôme, avant de passer à un autre thème du match nul de la section paloise, qu'il a arraché ce nul dans les dernières secondes contre Lyon, au caractère mental. J'aime beaucoup un joueur qui est le demi d'ouverture de Pau, Astoy. Il fait un carton plein au pied. Voilà, et qui se fait intercepter au début. Alors ça m'a poignardé un peu, ça a poignardé tout le monde. Et ça a lancé le match. Enfin bon, Lyon a fait son match. Dans la foulée de ce qu'ils ont fait contre Bordeaux la semaine dernière. Mais je rends hommage aux Palois qui ont su revenir in extremis. Parce que Lyon, c'est très très costaud. Tous les entraîneurs, quand vous en parlent off, ils vous expliquent que Lyon, c'est très très dur à jouer. Alors tout le monde a joué à peu près ce week-end. 10 minutes de la fin, Nico. Hein. Absolument. Ils reviennent quand même, les Palois recollent, ils comblent 14 points à 10 minutes de la fin. C'est un sacré exploit, une grosse performance de la part de la section paloise. Alors tout le monde a joué, ou presque, Castres-Brive, ça a été reporté. Et l'UBB, confiné, deuxième thème de cette émission. Deuxième report déjà pour Bordeaux-Bègles. Match reporté à cause du Covid. Cette fois-ci, c'était face à Clermont. Laurent Marty dit ça suffit, protocole trop strict. Oui, moi je pense. 3 cas dans les rangs de l'UBB, simplement. Je pense qu'il a raison. Après, moi, j'ai du mal à m'exprimer sur ces sujets parce qu'on entend tellement d'arguments qu'on ne sait plus où on habite. Mais je crois qu'à un moment donné, oui, c'est vrai qu'on en fait trop, on est trop pusillanime, là. Il faut jouer, sinon ça devient ridicule, là. Le championnat n'ira pas à son terme. Non, là, vraiment, moi, je dis qu'il y a la cote d'alerte, là. L'urgence est atteinte, là. On va parler après des éventuels reports de match ou des forfaits, on va voir. Nicolas, simplement, l'UBB. Non, mais le protocole, on en a déjà parlé dans cette émission. Je pense que par rapport au foot, où vous donnez, par exemple, au foot, une liste de 30 noms, et si vous avez 20 joueurs de dispo, vous jouez le match, vous imaginez que sur des effectifs de 45, plus les staffs, en rugby, si vous avez 3 cas positifs, le match est reporté. Il faut assouplir ce règlement, ce protocole. Je ne sais pas comment on peut faire, je ne suis pas médecin, mais c'est sûr que si on continue dans ces standards-là, la saison n'ira pas au bout. Est-ce qu'il y a un problème d'équité sportive, justement ? Bien sûr. L'UBB n'a joué que 2 matchs pour l'instant, sur 4. Oui, alors en plus, il y a l'éternel problème du rugby. C'est un sport où on peut très difficilement jouer 2 fois par semaine. Et si on doit le faire, on peut estimer qu'il y a toujours un adversaire. Où il y a toujours un adversaire qui n'envoie pas sa meilleure équipe. En général, celui qui se déplace. Mais bien sûr que cette saison elle va être tronquée par ces cas de Covid. Maintenant, vous avez aussi la problématique de certains clubs qui auront des matchs reportés, mais qui ne disputeront pas la Coupe d'Europe ou la Challenge Cup, donc qui enverront les espoirs en Challenge Cup, mais qui garderont leur équipe type, on va dire, pour les gros matchs de top 14. Mais un club comme Bordeaux, par exemple, qui joue sur les 2 tableaux, comment ils vont faire, même s'ils ont un effectif large, ça va devenir un casse-tête terrible pour les managers. Donc bien sûr que la saison, elle est tronquée. On peut rogner sur les vacances aussi? Non, quand même pas. Non, Christophe Furios a dit qu'il ne l'appréciait pas. Enfin, j'ai lu une déclaration de lui. Non, là, il ne faut pas exagérer quand même. Le rugby est un sport très traumatisant. Là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Quand vous prenez c'est pas le foot, en clair. Non, mais quand vous prenez un joueur de 115 kilos plein ferme, bien évidemment. Non, mais il y a peut-être des solutions, modifier la formule du championnat, partir sur des playoffs peut-être un peu plus élargis, je ne sais pas, mais il va falloir réfléchir à tout ça parce qu'il y a beaucoup de matchs reportés déjà après 4 journées. Le troisième thème justement de ce soir, il concerne ces matchs reportés, mais plus précisément. Faut-il indéfiniment les reporter tout le temps, au risque que vous disiez
que le calendrier tombe, soit vraiment impossible à respecter. Ou alors faut-il déclarer match perdu pour l'équipe qui ne peut pas jouer, en clair, forfait et donc défaite. C'est ce qui est arrivé en Angleterre, puisqu'on a vu un club, Sale, qui n'a pas fait les demi-finales qui lui étaient promis à cause d'un problème de Covid-19. Les Anglais n'ont pas transigé. Moi, je ne peux pas croire que le rugby français en arrive là. Je ne peux pas le croire. Non, match perdu, je pense pas, parce qu'on parlait de problèmes d'équité, là ça va tout flouter. Hein. Donc voilà. Par contre, je pense qu'il faut vraiment qu'on se pose les questions. Disputer les matchs allés, ouais, et derrière, une fois qu'on a joué toute la phase allée, qu'est-ce qui va se passer Je sais pas, alors j'ai pas d'idée comme ça qui me vient en tête, mais une nouvelle formule, je sais pas, créer quelque chose. On joue les 13 premiers matchs. On s'est tous joués les uns les autres une fois dans la saison et derrière on part sur autre chose parce qu'on ne pourra pas faire rentrer tous les matchs internationaux que veulent caler les fédés, les matchs de Coupe d'Europe, les matchs de Top 14, les phases finales, c'est injouable. Alors justement, on parlait de responsabilité, parce qu'en cas de forfait, si on arrive vers des forfaits, ça sous-entend que les clubs sont responsables des cas de Covid dans leur effectif. Là, on change de dimension quand même, parce que cas de Covid, oui, dans le contexte de l'entraînement, etc., mais dans la vie extrasportive, c'est impossible à vérifier. Ça serait dur de sanctionner les clubs pour ça, quand même. Ouais, est-ce que ça tient la route juridiquement Ça, il faut demander à des avocats. Les Anglais l'ont bien fait. Ouais, mais il avait dit avant, ouais, c'est vrai, mais là, je suis consterné par ce qui arrive. J'ai du mal à avoir les idées claires. C'était prévu quand même, un petit peu, non, quand même. Oui, bien sûr que c'était prévu. Maintenant, moi, ce que je trouve dingue, c'est que la Ligue ne se soit pas encore adaptée. Tout simplement, on voit qu'il y a des cas de Pourquoi ils ne font pas comme au foot voilà. Est-ce que vous avez la réponse? Pourquoi ils ne font pas comme au foot? Pourquoi ils n'élargissent pas le protocole? Si on écoute ce qu'a dit Laurent Marty, il pense que les médecins ouvrent le parapluie trop tôt et il y a une sorte de gigantesque principe de précaution qui est en train de nous asphyxier. Au foot, on rappelle que c'est 20 joueurs. Et oui, mais au foot, si vous avez 8 cas de Covid dans votre effectif, vous les mettez à l'isolement à partir du moment où ils sont testés. D'autres tests sont réalisés sur d'autres joueurs qui sont négatifs, donc ces joueurs-là, ils peuvent jouer. Et vous avez mis les 8 à l'isolement et quand ces 8-là, après, ils sont retestés négatifs, ils réintègrent le groupe. Pourquoi au rugby, on ne fait pas ça? On le fait, mais pour 3 joueurs ou membres du staff. C'est n'importe quoi. Si dans une équipe de rugby, vous avez 7 positifs, vous pouvez les écarter. Vous avez encore 30 joueurs de dispo derrière. Surtout que les effectifs sont beaucoup plus larges. Mais oui, c'est pour ça. C'est incompréhensible. Moi, je ne comprends pas ces décisions-là. Donc on est mi-octobre, on n'a pas avancé d'1 centimètre là-dessus. Non, il y a d'autres dossiers où on n'avance pas d'1 centimètre à la mi-octobre. C'est vrai qu'il y a une sorte de, de thrombose en médecine généralisée dans le rugby. C'est ça. Ouais, ça donne une image particulière du monde du rugby aujourd'hui. Qui est absolument mortifère. Vous avez magnifiquement réussi. Il est positif ce soir, Il a magnifiquement réussi l'enchaînement et la transition et la passe croisée. Jérôme, pourtant adepte du jeu d'avant, avec notre dernier débat du soir et concerne l'équipe de France. Alors, on va d'abord parler terrain, s'il vous plaît. Ah oui. Fabien Galtier a donné une liste de 31 joueurs pour ses premiers matchs. Alors France, Pays de Galles, point d'interrogation, on y reviendra. France-Irlande, d'abord cette liste. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez? Bizarre? Non, pas bizarre. Hélas, il y a un absent de marque, il est blessé, c'est Damien Penaud. Sans lui, l'équipe de France est beaucoup moins acérée offensivement. Voilà, je regrette qu'il ne soit pas là. Un seul être vous manque. Et mais c'est un vrai talent, un énorme talent. Ouais, elle est belle quand même cette liste. Surtout elle est sur la continuité de ce qui s'est fait dans le dernier tournoi Destination avec la charnière, Dupont, Serin, Ntamak, Jalibert, un joueur comme Cameron Woki encore qui s'inscrit dans ce projet Coupe du Monde 2023. Il y a énormément de grands talents. Il y a des joueurs comme Clément Sac qui sont performants avec le Racing depuis le début de saison qui font leur apparition. Moi, je trouve ça très cohérent. On sent vraiment qu'il y a un groupe qui est en train de se dégager et que Galtier continue avec sa méthode, partir sur ses bases. Charles Olivon en capitaine, et tous les joueurs qu'on a vu émerger, Grégory Aldrit, Le Rochelet. Et on vient mettre des petites touches en fonction des joueurs qui sont performants à droite, à gauche, mais sans bousculer cette dynamique de groupe. Moi, je la trouve belle, cette liste. Oui, on rappelle que... Allez-y. Il y a un joueur formé à Dax qui arrive, c'est Thierry Clémenzac. C'est un joueur en 3/4 centre qu'on suit depuis quelques années, qui est très très fort, et qui ne jouait pas il y a si longtemps que ça, qui jouait il n'y a pas si longtemps que ça, à Dax. Ça fait plaisir de voir un joueur formé à Dax. Bon, les saluts, l'USD, qui joue aujourd'hui en 3e division française. Alors, France-Pays de Galles. On ne sait pas si ce match aura lieu, parce qu'il y a toujours la guerre cette semaine, comme toutes les semaines, j'ai envie de vous dire, entre la Ligue et la Fédé au sujet des fameux matchs internationaux. On va revenir juste après sur ce qu'a dit et déclaré l'avis en tout cas du Conseil d'État. Juste ce match France-Irlande qui lui aura lieu de toute façon, parce qu'il faut finir le tournoi. Il n'est pas un peu galvaudé ce match par rapport au tournoi 2020 ou pas? Est-ce qu'il ne vient pas trop tard? Alors vous allez me dire que oui, on n'a pas le choix, mais est-ce qu'il a encore un enjeu quand même? Rappelez-vous en 2001. Est-ce qu'il a un enjeu? En 2001, on s'était éclaté en octobre. Il y avait eu une maladie style vache folle ou peste équine, je ne me souviens plus. Ouais, peut-être. Alors la France n'avait pas été concernée, mais à la fin du tournoi, l'Angleterre et l'Irlande jouaient le Grand Chelem et on avait vécu la fin
du tournoi en octobre, on avait beaucoup apprécié. Mais évidemment, il y avait du public à l'époque. Oui, là, il n'y en a pas. différent, Mais je trouve normal qu'on finisse le tournoi, qui est la oui. plus belle compétition du monde, qu'il ne faut pas dévoyer avec CCTV ou des fonds là, qui se profilent à l'horizon. Et cette compétition magnifique, il faut la respecter. Ouais. Ça, j'ai passé. France-Irlande, c'est pas un peu tard quand même? Si, moi je trouve que c'est tard. Alors bien sûr, il faut terminer le tournoi, c'est obligé, il faut qu'il y ait un classement et tout ça. Maintenant, ce match, il tombe dans un contexte qui est tellement particulier parce que, ok, il y a ces problèmes d'épidémie, mais il y a aussi ces problèmes de tests qui vont avoir lieu au sein des squads des deux équipes. On ne sait pas s'il y aura des positifs côté français. 31 octobre, il n'y a que France-Irlande. 31 joueurs de sélectionnés. Comment vous allez faire revenir des mecs derrière? Bon, c'est très compliqué à mettre en place. Donc sportivement, je ne suis pas sûr que ce match justifie les performances du mois de février, quoi. On ne va pas être sur les mêmes standards, donc voilà. Mais bon, après, un match international... Petite voix m'a dit que Mathieu Jalibert allait peut-être... Contre l'Irlande? Non, alors, je ne sais pas s'il va être titulaire, mais moi je le vois rentrer en fin de match et mettre le feu au... Ils sont que Alors, deux ça, numéros alors, 10. Ça, on verra. On verra sur le terrain parce qu'en attendant, on va parler de la partie de gifs qui continue, évidemment, en coulisses entre, on a envie de dire, les présidents de la Fédération et de la Ligue nationale de rugby. Alors, le Conseil d'État a tenté de siffler un petit peu la fin de la récré, indiquant que le calendrier international ne pouvait pas être modifié sans l'accord de la Ligue. La Ligue dit, la liste, en tout cas le match pour France-Galles, pas de match, parce que c'est pas légal, la Fédé d'ici. Bernard Laporte menace les clubs de sanctions. Franchement. Ouais. Et maintenant, les clubs menacent de ne pas libérer leurs internationaux. Voilà, on en est où là? C'est pas un peu C'est du navrant? sport, là. Bon, oui, tout le monde Un dit peu que c'est- navrant quand même, globalement. Non, moi j'aime bien cette ambiance. J'aime bien parce que c'est une vraie bataille politique, un bras de fer, et j'aime bien assister à l'échange d'arguments politiques, juridiques, financiers. Moi, À tout ce qui est zone the rock, Jérôme, il adore. Franchement, l'image renvoyée par le rugby français à l'international, tout le monde se marre, non? Oh, tout le monde se marre. Non, les autres nations ont des fois des problèmes. Hein. Les Anglais ont déjà eu des problèmes dans le passé. Bon, là, ils ont résolu avec le tiroir caisse. Mais nous n'avons pas ce tiroir caisse. Notre fédération est moins riche. Tout est là. C'est juste Tout une est question là. d'argent? S'il a fait Ouais, des les beaucoup. clubs et on n'en parle plus? Ben oui, mais la fédération a si, hein. peu les moyens. Moi, je trouve que l'image qui est renvoyée est catastrophique. Non, mais il faut le dire quand même, c'est une guéguerre qui dure, avec deux personnages à la tête de nos institutions qui, je vais le dire un peu crûment, mais qui ne peuvent pas se blairer. Bernard Laporte et Paul Gauze, on peut le dire quand même. Non, c'est un euphémisme. Voilà, il faut le dire. Je pense que Bernard Laporte retravaillera avec la Ligue, vraiment, et son président, quand Paul Gauze quittera la direction de la Ligue. Donc voilà, il faut que ça s'arrête. Enfin, on est dans une période tellement compliquée, avec le Covid, on parle plus du tout de sport, on parle plus du tout de terrain. Et regardez, nous on fait, la preuve ce soir, on fait quasiment la moitié de l'émission sur ça. On parle plus de jeu. Ouais. On en a parlé du jeu quand même. On en a Non, parlé. oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais bien maintenant, évidemment. vous voyez ce que je veux dire, Nico? Et justement, le jeu, qu'en pensent les joueurs dans tout ça, franchement? Alors, on les entend après les matchs, au micro, on sait très bien, c'est la langue de bois, ils ont des employeurs, langue de bois, il y a une fédé, mais au fond, vous les connaissez, vous les côtoyez, qu'est-ce qu'ils pensent de ce bazar? Ils veulent jouer en bleu, moi. Bien sûr qu'ils veulent jouer avec les bleus. Enfin, moi, tous les joueurs qu'on a interviewés depuis le début, ils attendent de reporter le maillot bleu. Et je pense qu'ils s'en foutent en plus d'enchaîner les matchs. Ils ont tellement pas joué au rugby pendant 6 mois qu'ils ont faim de match. Et eux, ils peuvent aller jouer n'importe où, à n'importe quel moment. Ils ont envie de jouer et de retrouver leur métier, leur passion. Je pense que les joueurs, ils veulent jouer. Non, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Hein. Puis dans l'équipe de France, ça n'a pas de prix. Non, moi, dans ce côté-là, Ils sont otages, les joueurs, quand même, non? Oui, ils sont otages, mais je trouve que les commentaires, etc., sont un peu trop sévères avec les clubs. Hein. Les clubs, c'est eux qui font vivre le rugby au quotidien, quand même. Hein. C'est eux qui trouvent des budgets, des partenaires et qui déboursent les salaires. Hein. Ça, il faut le comprendre. Moi, ce premier match, là, France-Galles... Le 24, normalement, enfin, Voilà, on verra, hein. on aurait pu, peut-être que la Fédé aurait pu faire un pas. Mais bien sûr qu'il aurait fallu que la Fédé fasse un pas. Mais alors, c'est vrai qu'il y a de l'argent en jeu. Il y a des Oui, fois, mais quand on voit les difficultés qu'ont les clubs professionnels avec ces problèmes de budget, de pertes liées au Covid, je suis désolé, ils sont obligés de faire un pas envers les clubs qui payent les joueurs, même mais si nous on sommes rappelle d'accord. que la Fédé Nous sommes indemnise les clubs quand les joueurs sont pris en sélection. Mais c'est quand même la majorité du temps Laurent Marty qui va payer Mathieu Jalibert. C'est pas oui. la Fédération française de rugby. Et aussi, quand un joueur se blesse en bleu, il est absent des fois 6 Exactement. mois dans son club. Ça peut pas aller que dans un sens. Ouais. Hein, même s'il y a la Coupe du Monde en 2023, même si on sait que l'équipe de France est prioritaire par rapport à tout, les conditions sont tellement particulières que là, il faut peut-être. Alors j'ai vu essayer de Monsieur faire le des Maître, concessions. j'ai écouté ce qu'a dit je le vais président de Toulon. Je l'ai trouvé assez ferme. En Voilà. 10 secondes, Jérôme, si vous voulez, pour conclure. Est-ce que des taxis vides vont arriver devant Marcoussis dimanche soir? On verra. Bien, 8 secondes, Jérôme. On verra pas mal. Bien joué, Jérôme. Merci beaucoup, en tous les cas, Jérôme Prévost, Nicolas Paolorsi, d'être venus avec nous ce soir pour évoquer toute l'actu du rugby en Nouvelle-Aquitaine. Le petit pilier rentre au vestiaire. C'est pas la trêve internationale, c'est quelques petites semaines de vacances. Rendez-vous ici même, lundi 2 novembre. Ciao, à bientôt.